Arlette, laisse-nous tranquilles et va vivre ta vie. Ma femme et moi n'en pouvons plus. Mon fils a hurlé ces mots juste là, devant la grille de la maison, sur le trottoir où tout le monde pouvait entendre. Sa voix a été comme un coup de fouet qui a fait se retourner les passants. J'ai vu les voisins se mettre aux fenêtres, certains ont même arrêté d'arroser leur jardinière pour ne pas perdre une seule syllabe de cette scène. Je suis resté là, sans bouger, les doigts serrant fort l'anse de mon sac en tissu, celui que je porte depuis tant d'années. À ce moment-là, alors que ces paroles rebondissaient contre les murs de granit de notre rue, j'ai senti quelque chose mourir en moi. Je n'ai pas pleuré. Mes yeux étaient secs, mais ils portaient le poids d'une vie entière passée à construire un avenir pour un homme qui m'appelait maintenant vieille et me chassait comme si j'étais une poussière gênante. J'ai juste fait un petit signe de la tête, un geste de résignation, et je suis parti tandis que tout le quartier observait mon humiliation. Je n'ai pas dit un mot car les mots ne servaient plus à rien. Ce qu'il me fallait, c'était juste la force de faire un pas après l'autre et de m'éloigner de ce poison. En marchant, je sentais les regards des gens dans mon dos, mais je ne me suis pas retourné. Je savais que ce moment serait le début de quelque chose que mon fils ne pourrait jamais oublier. Bonjour à tous. Je m'appelle Arlette et j'ai aujourd'hui 62 ans. Je vous remercie d'être ici pour écouter mon histoire, un récit qui vient du plus profond de mon âme et qui, je l'espère, pourra servir à certains d'entre vous. Avant de continuer et de vous expliquer comment je suis arrivé à ce moment terrible sur le trottoir, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si vous aimez ces récits de vie, ces histoires de femmes qui décident de réagir et de récupérer leur dignité, laissez un j'aime sur cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne. Cela me ferait aussi très plaisir de savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui et quel genre d'histoire vous aimez entendre ici. Écrivez-le dans les commentaires, car je lis tout avec beaucoup d'attention et cela m'aide à me sentir plus proche de vous. Pour comprendre comment il a été possible que mon fils Jérôme en vienne à me hurler dessus de cette façon, je dois vous emmener en arrière dans le temps, il y a de nombreuses années. Je me suis retrouvée veuve très jeune, je n'avais que 26 ans. Mon mari est parti d'un coup à cause d'un malaise brutal, me laissant avec un enfant de seulement 2 ans dans les bras. À ce moment-là, j'ai cru que le monde s'écroulait. Je n'avais pas de carrière, pas d'économie, j'avais seulement l'amour pour mon fils Jérôme. J'ai décidé tout de suite que je ne resterais pas à pleurer. J'ai trouvé du travail dans la cuisine d'un grand hôpital public de notre région, ici en Bretagne. C'était un travail dur, épuisant. Je passais 10 ou 12 heures par jour entre d'énormes marmites, avec la chaleur de la vapeur qui me coupait le souffle et l'odeur constante de nourriture bouillie et de désinfectants. Mes mains sont devenues rudes en peu de temps, marquées par la fatigue, par les détergents puissants et par le poids des chariots que je devais pousser dans les couloirs infinis de l'hôpital. Chaque matin, je me levais à 5 heures, je préparais tout pour le petit Jérôme, je l'emmenais à la crèche et ensuite je courais au travail. Je rentrais à la maison épuisée, le dos en compote et les jambes gonflées, mais je ne m'arrêtais pas tant qu'il n'avait pas dîné, pris son bain et écouté une histoire. Je voulais qu'il ait tout ce que je n'avais jamais eu. Je voulais qu'il devienne quelqu'un, un homme instruit qui n'aurait jamais à dépendre de la fatigue physique pour survivre. Je me disais que chaque goutte de sueur dans cette cuisine était une brique pour sa future maison. Jérôme était un enfant en or. Il me courait à la rencontre quand je rentrais de mon service et il me disait que j'étais la meilleure maman du monde. Il me promettait que, plus tard, il m'achèterait une maison magnifique et je le croyais. Quand le moment est venu de choisir ses études, il a décidé de faire de l'architecture. Je savais que ce serait un parcours coûteux. Entre les frais d'inscription, les livres, les logiciels informatiques et le matériel pour les maquettes, le montant était énorme pour une femme qui gagnait un modeste salaire de cuisinière d'hôpital. Mais j'avais un petit secret, un unique trésor, une pommeraie que mes parents m'avaient laissée en héritage. C'était un terrain simple, avec des arbres anciens qui donnaient des pommes magnifiques. Je n'ai pas réfléchi à 2 fois, je l'ai vendu. J'ai utilisé chaque centime de cette vente pour payer les 5 années d'études de mon fils. Je me suis retrouvée sans rien à moi, sans cette sécurité pour mes vieux jours, mais j'étais heureuse parce qu'il construisait son rêve.
Le jour de son diplôme, j'avais l'impression de toucher le ciel du doigt. Je le regardais recevoir son titre d'architecte, et je pensais que chaque heure passée à laver des marmites brûlantes avait eu un sens. Jérôme a trouvé du travail tout de suite dans un cabinet important. Il a commencé à bien gagner sa vie et pendant quelques années, nous avons été vraiment unis. Il m'emmenait dîner une fois par mois, il m'appelait sa reine et il répétait devant tout le monde que tout ce qu'il avait obtenu, c'était grâce à moi. Je gardais ces paroles comme les médailles les plus précieuses. J'étais convaincue d'avoir fait un excellent travail en tant que mère. Mais la réalité a commencé à changer quand Valérie est entrée dans sa vie. Jérôme l'a rencontrée lors d'un projet professionnel. C'était une femme qui venait d'un milieu différent du nôtre, très attentive aux formes, à l'élégance et à ce que les gens pensaient. La première fois qu'il l'a amenée à la maison pour un déjeuner dominical, j'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai nettoyé chaque recoin, j'ai cuisiné pendant 2 jours entiers et j'ai mis la nappe que j'avais conservée pour les grandes occasions. Mais Valérie est entrée avec un air de supériorité qui m'a tout de suite blessée. Elle n'a rien dit de dépoli au début, mais son regard disait tout. Elle regardait mes meubles simples et mes rideaux faits main comme s'il s'agissait d'antiquités sans valeur. Quand nous nous sommes assis à table, elle a à peine goûté au plat qui était le préféré de Jérôme. Elle a commencé à me poser des questions sur mon travail, et quand je lui ai expliqué que j'étais cuisinière à l'hôpital, elle a souri d'une manière qui m'a fait me sentir toute petite. À partir de ce jour-là, lentement, Jérôme a commencé à se transformer. C'était subtil au début. Il a arrêté de m'appeler maman chaque fois que nous étions en présence de Valérie, préférant m'appeler Arlette. Il disait que cela faisait plus moderne, plus professionnel. Les appels qui étaient des quotidiens sont devenus hebdomadaires, puis encore plus rares. Quand j'essayais de lui raconter quelque chose sur ma journée, il semblait distrait, toujours prêt à couper la conversation parce que Valérie l'attendait pour un événement important. Je me rendais compte que ma présence devenait un poids, un rappel d'un passé humble qui n'allait plus avec sa nouvelle image d'architecte en vue. Quand Jérôme et Valérie ont décidé de se marier, j'ai voulu contribuer comme je le pouvais. Je leur ai donné une somme importante pour la fête, en puisant dans mes dernières économies, mises de côté, avec une fatigue extrême. Je voulais que mon fils ne soit pas gêné devant la famille de sa femme. Mais le jour du mariage, je me suis sentie comme un fantôme. Valérie m'a pratiquement ignorée tout le temps, trop occupée à se faire photographier avec ses amis élégants. Jérôme semblait presque embarrassé quand il devait me présenter à ses nouveaux collègues. Pendant la réception, ils ont fait de beaux discours sur la famille et la carrière, mais personne n'a mentionné les sacrifices de cette femme qui avait vendu la terre de ses ancêtres pour payer les livres d'école. Je suis restée là, dans un coin, me sentant hors de propos dans le monde que j'avais moi-même aidé à créer. Après le mariage, la situation s'est dégradée rapidement. Les visites chez eux étaient devenues compliquées. Valérie avait établi des règles strictes. Pas de visite sans prévenir au moins 3 jours à l'avance. Souvent, quand j'appelais pour demander si je pouvais passer, elle répondait froidement qu'ils étaient trop occupés ou qu'ils avaient besoin d'intimité. Jérôme ne disait rien. Il restait silencieux, acceptant chaque caprice de sa femme. Je me sentais jetée, comme une vieille blouse de travail qui ne sert plus une fois que l'hôpital a fermé. La blessure s'est faite encore plus profonde quand Camille est née, ma petite fille. J'espérais que l'arrivée d'un bébé adoucirait le cœur de Valérie et rapprocherait Jérôme. Mais ce fut le contraire. Valérie a décidé que seule sa mère pouvait l'aider avec le nouveau-né. À l'hôpital, je n'ai pu rester que 10 minutes. J'ai vu Camille à travers une vitre, ressentant un amour immense, mais aussi une exclusion qui brûlait. Quand ils m'ont enfin permis de venir les voir à la maison, j'apportais avec moi des petits vêtements que j'avais choisis avec soin. Mais Valérie les a mis de côté sans même bien les regarder, en disant qu'elle préférait des matières plus techniques et modernes. Elle ne m'a pas permis de la prendre dans mes bras, disant que j'étais trop agitée et que j'allais transmettre de l'anxiété à la petite. Au cours des années suivantes, j'ai vu ma petite fille grandir à travers les photos que Jérôme m'envoyait de temps en temps, ou lors de brèves rencontres au parc qui ressemblaient presque à des faveurs accordées par charité. Jérôme ne me regardait jamais dans les yeux quand nous étions ensemble. On aurait dit qu'il ressentait un mélange de culpabilité et d'agacement.
Valérie continuait son œuvre de destruction, me faisant me sentir inadéquate, trop vieille, trop liée à un monde qu'elle considérait comme dépassé. Pourtant, je ne disais rien. Je supportais tout pour ce petit morceau de contact qui me restait avec mon fils. Je ne pouvais pas imaginer que cette froideur cachait quelque chose de bien plus sombre et que Jérôme, l'homme que j'avais élevé avec les valeurs de la dignité, en viendrait à me demander l'impossible pour ensuite me trahir devant tout le voisinage. Je restais dans ma maison, qui semblait maintenant trop grande et trop silencieuse, en me demandant où j'avais échoué. J'avais donné tout ce que je possédais. J'avais renoncé à voyager, à m'acheter des vêtements neufs, à me refaire une vie après la mort de mon mari, tout pour lui. Et maintenant, je ne recevais que des miettes de temps et des regards de mépris. Je commençais à comprendre que l'amour d'une mère peut être une arme à double tranchant si on n'apprend pas à mettre des limites. Mais j'étais encore trop attachée à cette image de Jérôme enfant pour voir l'homme égoïste qu'il était devenu. J'étais sur le point de tomber dans un piège qui allait changer ma vie pour toujours, m'emmenant à un point de non-retour qui allait me forcer à m'enfuir loin pour me retrouver. Chaque dimanche passé seul était un martyre. Je regardais le téléphone en espérant un message qui n'arrivait jamais. Je me sentais coupable alors que je ne l'étais pas, comme si ma seule existence était une gêne pour le bonheur de mon fils. Je ne comprenais pas que Jérôme n'était pas stressé. Il était juste devenu complice d'un système qui privilégiait l'apparence par-dessus tout. À cette période, pourtant, quelque chose a changé soudainement. Jérôme et Valérie ont commencé à me chercher de nouveau. Des sourires, des dîners improvisés, même des fleurs apportées chez moi. Pendant un instant, j'ai cru que le miracle avait eu lieu, qu'ils avaient compris à quel point j'étais importante. En réalité, ils préparaient seulement le terrain pour l'acte final de leur trahison. Cette gentillesse soudaine de Jérôme et Valérie aurait dû m'alerter immédiatement. Pourtant, comme une naufragée qui aperçoit enfin une bouée à l'horizon, je me suis accrochée à cet espoir de toutes mes forces. Pendant des semaines, mes après-midi solitaires ont été interrompus par leurs appels. Valérie me demandait des conseils sur la façon de cuisiner certains plats traditionnels bretons, même si je savais qu'elle ne mangerait jamais rien d'aussi peu raffiné à ses yeux. Jérôme passait me voir après son travail, s'asseyait dans la cuisine avec moi et me parlait de ses projets, exactement comme il le faisait quand il était un jeune étudiant plein d'ambition. J'étais heureuse. J'avais l'impression que le mur de glace qu'ils avaient construit était enfin en train de fondre. Je pensais que Camille grandissait et qu'ils avaient compris l'importance d'avoir une grand-mère à leur côté. En réalité, ils préparaient seulement le terrain pour l'acte final de leur trahison. Un mardi soir, Jérôme est venu chez moi tout seul. Il était nerveux. Il faisait les 100 pas dans le salon en jouant avec ses clés de voiture. Il m'a dit qu'il avait besoin de me parler d'une chose sérieuse, une de ces opportunités qui n'arrivent qu'une fois dans une vie. Il s'est assis en face de moi, a pris mes mains dans les siennes et m'a regardé avec une intensité que je n'avais pas vue depuis des années. Il m'a expliqué que son cabinet cherchait à s'agrandir, qu'il voulait ouvrir une nouvelle branche dédiée au design éco-responsable, un projet qui ferait de lui l'un des architectes les plus respectés de la région. Il disait que c'était son moment, que Valérie le soutenait à 100%, mais que pour lancer tout cela, il fallait une base financière solide. Il lui fallait 85 000 €. Pendant qu'il parlait, je sentais un poids sur ma poitrine. Ce montant représentait tout ce que j'avais. C'était les économies de 35 ans de garde de nuit, de dimanches passés en cuisine pendant que les autres faisaient la fête, de l'argent mis de côté en renonçant à chaque petit luxe. C'était l'argent que j'avais accumulé en vendant mes quelques bijoux de famille et en économisant sur chaque dépense, même sur le chauffage durant l'hiver. C'était ma sécurité, la garantie que je ne serais jamais un poids pour personne durant ma vieillesse. Jérôme le savait. Il savait combien j'avais lutté pour chaque centime sur ce compte en banque. « Maman, c'est juste un prêt », me disait-il d'une voix douce. « En moins d'1 an, nous aurons les premiers bénéfices et je te rendrai tout avec les intérêts. Ce sera comme un investissement pour ton avenir. Tu pourras venir vivre près de nous, tu pourras voyager, tu pourras enfin te reposer vraiment. » Valérie est d'accord. C'est même elle qui a suggéré de te solliciter plutôt qu'une banque, parce qu'elle voulait que ce soit toi qui profites de ce succès.
Il me montrait des graphiques sur sa tablette, me parlait de contrats déjà prêts, de noms d'entreprises importantes qui n'attendaient que sa signature. Je le regardais et je voyais encore mon petit garçon. Mais les années passées à l'hôpital m'avaient appris que la vie est dure et que les gens, parfois, ne sont pas ce qu'ils semblent être. J'avais vu tant d'histoires de familles détruites pour des questions d'argent dans les couloirs de cet hôpital. J'avais entendu les récits de patients âgés abandonnés par leurs enfants après avoir cédé leurs biens ou leurs économies. Une partie de moi me disait de faire attention, que cette urgence et cette chaleur soudaine n'étaient pas naturelles. Mais l'autre partie, celle qui voulait désespérément être aimée et incluse dans la vie de Jérôme, me poussait à dire oui. Je voulais être utile. Je voulais prouver que je n'étais pas juste une vieille femme à mettre dans un coin, mais une mère encore capable de soutenir son fils. « Jérôme, c'est beaucoup d'argent, » lui ai-je dit d'une voix qui tremblait légèrement. « C'est tout ce que j'ai. Si quelque chose se passe mal, je n'aurai plus rien. » Il a secoué la tête avec force, presque offensé par mon doute. « Comment peux-tu penser que je pourrais te faire du mal? Je suis ton fils. Tu crois vraiment que je mettrais ta sécurité en danger? C'est une affaire sûre, maman. Je te le jure sur la tête de Camille. Quand il a prononcé le nom de ma petite fille, j'ai ressenti une pointe au cœur. Utiliser l'enfant comme garantie morale était un coup bas, mais sur le moment, je l'ai interprété comme un signe de sincérité absolue. J'ai passé la nuit sans dormir, à regarder le plafond de ma chambre. Je pensais à mon rêve de partir vivre en Martinique, à ce désir de voir la mer des Caraïbes que j'avais cultivé en silence pendant des décennies. Avec cet argent, j'aurais pu le faire, tôt ou tard. Mais Jérôme était mon sang. S'il avait besoin de moi pour réussir, comment pouvais-je refuser? Le lendemain matin, pourtant, mon côté pragmatique a repris le dessus. J'avais décidé de l'aider, mais je voulais le faire correctement. Quand Jérôme est revenu me voir, accompagné de Valérie qui m'a même apporté un bouquet de fleurs, je leur ai dit que j'acceptais, mais à une condition. « Je veux que nous mettions tout cela par écrit », ai-je dit avec fermeté, en essayant de ne pas baisser le regard devant celui, agacé, de Valérie. « Je veux une reconnaissance de dette, un contrat simple où nous déclarons qu'il s'agit d'un prêt et où nous définissons les délais de remboursement. C'est juste pour une question d'ordre, pour éviter les problèmes avec les impôts ou la banque. » Valérie a fait une moue avec ses lèvres, un demi-sourire plein de dérision. « Arlette, vraiment? Nous sommes en famille. Tu crois qu'il est nécessaire de faire tous ces papiers comme si nous étions des étrangers ?» Jérôme semblait embarrassé, mais je n'ai pas cédé. J'ai appris que les paroles s'envolent, mais que les écrits restent. Finalement, convaincu qu'il s'agissait seulement du caprice d'une vieille femme têtue qui voulait se sentir importante, ils ont accepté. Jérôme a préparé le document. C'était une reconnaissance de dette simple, mais claire. Je prêtais 85 000 € à mon fils pour le développement de sa nouvelle activité professionnelle. La somme devait être remboursée sous 12 mois. Nous l'avons signé dans la cuisine, sur la table où Jérôme avait fait ses devoirs pendant des années. Valérie a signé en tant que témoin, d'un geste rapide et agacé. J'ai apposé ma signature d'une main ferme, sentant que je remettais ma vie entre les mains de mon fils. Quelques jours plus tard, nous sommes allés à la banque. J'ai autorisé le virement. Voir ce chiffre disparaître de mon solde a été un choc. C'étaient des années de travail qui s'en allaient en un clic sur l'ordinateur de l'employé. Jérôme m'a serré fort dans ses bras à la sortie de la banque, en me disant que je ne le regretterais pas. Valérie m'a embrassé les joues, un geste qui m'a semblé plus faux qu'une fleur en plastique, mais j'ai préféré ne pas y penser. Pendant quelques semaines, l'atmosphère est restée idyllique. Il m'invitait à dîner, me faisait jouer avec Camille et tout semblait aller pour le mieux. Il me parlait des travaux qui commençaient dans le nouveau bureau, de leur emploi du temps chargé pour choisir les matériaux. Mais lentement, le silence a recommencé à tomber sur ma maison. Les appels sont redevenus sporadiques. Quand je demandais comment avançait le studio de design, Jérôme restait vague. Il disait qu'il y avait des retards administratifs, que le marché était difficile. Valérie ne me demandait plus de conseils de cuisine. Au contraire, elle a recommencé à ne plus répondre à mes messages. J'ai commencé à ressentir une inquiétude grandir en moi.
Chaque fois que je passais devant le cabinet où Jérôme travaillait, j'espérais voir un signe de la nouvelle enseigne. Mais il n'y avait rien. Tout semblait identique à avant. Puis, un après-midi, j'ai croisé une ancienne collègue de l'hôpital au marché. Elle m'a félicité pour le succès de mon fils. Elle m'a dit qu'elle avait vu Jérôme avec une nouvelle voiture, une énorme Audi noire, toute brillante, et que Valérie se vantait sur les réseaux sociaux des nouveaux travaux qu'ils faisaient dans leur maison du centre-ville. Ils disaient qu'ils avaient entièrement refait la cuisine avec des matériaux de luxe et qu'ils prévoyaient de longues vacances dans un endroit exotique. Je suis restée sans voix. Jérôme m'avait dit que l'argent servait pour le bureau, pas pour la maison ou pour des voitures de luxe. J'ai essayé de me calmer, de me dire que Jérôme avait peut-être eu une grosse rentrée d'argent grâce à un autre contrat. Mais le doute s'était installé comme un poison. Je suis rentrée chez moi et j'ai tenté de l'appeler. Il n'a pas répondu. J'ai essayé de joindre Valérie, mais son portable était éteint. Mon cœur a commencé à battre très fort. Ce n'était pas de la peur pour l'argent, c'était la peur de la vérité. Ce soir-là, je suis allée chez eux sans prévenir. Je me moquais des règles de Valérie. Je voulais voir mon fils dans les yeux. Quand je suis arrivée devant leur immeuble, j'ai vu l'Audi noire garée en évidence. C'était une voiture qui coûtait presque la moitié du prêt que je lui avais accordé. Je suis montée et j'ai sonné. C'est Valérie qui a ouvert. Dès qu'elle m'a vue, son visage s'est transformé. Il ne restait aucune trace des sourires des semaines précédentes. « Arlette, qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci ? Je t'avais dit que nous étions occupés ce soir, a-t-elle dit en essayant de refermer la porte. J'ai mis mon pied pour l'empêcher de fermer. Je veux parler à Jérôme, ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas, froide comme la glace. Il est apparu derrière elle, un verre de vin à la main et une expression de pur agacement sur le visage. « Maman, ce n'est pas le moment, a dit Jérôme sans même m'inviter à entrer. Nous sommes fatigués, nous avons eu une journée pesante. J'ai regardé derrière lui et j'ai vu la nouvelle cuisine, les éclairages de designer, le luxe qui brillait dans chaque recoin. Jérôme, où est passé l'argent pour le bureau ? Lui ai-je demandé directement. Il a échangé un regard avec Valérie, un regard chargé de colère. Cet argent a été investi de la meilleure façon pour notre famille, a répondu Valérie avec arrogance. Et maintenant, s'il te plaît, rentre chez toi. Tu es en train de faire une scène ridicule. À ce moment-là, j'ai tout compris. Il n'y avait jamais eu de nouveau bureau. Il n'y avait jamais eu de projet éco-responsable. Tout cela n'avait été qu'une mise en scène pour vider mon compte et financer leurs caprices. Jérôme m'a regardé comme si j'étais un insecte gênant. Il m'a prise par le bras et m'a raccompagnée vers l'ascenseur. « Maman, arrête d'être paranoïaque. Nous te rendrons l'argent quand nous pourrons, mais pour l'instant, ne nous harcèle pas. Va vivre ta vie et laisse-nous en paix. » Il m'a littéralement poussée hors de son appartement. Je suis rentrée dans ma maison vide et je me suis assise à la table de la cuisine. Le silence était assourdissant. Je regardais la copie de la reconnaissance de dette que j'avais conservée précieusement. Jérôme pensait que j'étais une vieille femme naïve, une mère qui accepterait n'importe quelle humiliation par peur de perdre son fils. Il pensait que ce papier ne valait rien parce que j'étais sa mère. Mais il se trompait lourdement. 35 ans dans un hôpital m'avaient appris que la survie ne permet aucune faiblesse. S'il avait décidé de me traiter comme une ennemie, alors j'allais jouer selon ses règles. J'ai pris le téléphone et j'ai cherché un numéro que je n'avais pas appelé depuis longtemps. C'était le numéro de Maître Lefebvre, un homme que j'avais vu grandir et qui était maintenant l'un des avocats les plus respectés de la ville. Lefebvre était le fils d'une de mes chères amies et je l'avais aidé plusieurs fois quand il était un jeune étudiant affamé en lui apportant des repas chauds de l'hôpital. Je savais qu'il m'écouterait. Je lui ai tout expliqué, sans pleurer, avec la précision de quelqu'un qui fait l'inventaire des dégâts. Maître Lefebvre est resté silencieux un long moment, puis il a dit seulement quelques mots. « Arlette, apporte-moi ce document demain matin. On s'en occupe. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, mais pas à cause de la douleur. J'étais lucide. Je planifiais ma réponse. Jérôme et Valérie voulaient que je vive ma vie. Très bien. J'allais le faire. Mais avant, j'allais m'assurer qu'ils comprennent qu'on ne piétine pas une femme qui a passé sa vie à servir les autres.
la leçon de dignité que je n'avais pas réussi à donner à Jérôme par l'amour, j'allais la lui donner par la loi. Je me sentais étrange, comme si une vieille peau tombait pour laisser place à quelque chose de neuf et de plus dur. Je n'étais plus seulement Arlette, la cuisinière à la retraite. J'étais une femme qui réclamait sa place dans le monde. Le lendemain matin, avant d'aller voir Maître Lefebvre, j'ai fait le tour de ma maison. J'ai regardé les photos de Jérôme Petit, ses diplômes au mur, les traces de son passage dans ses pièces. J'ai pris un grand carton et j'ai commencé à tout mettre dedans. Je ne voulais plus voir ses souvenirs. Je voulais de l'espace. Je voulais de l'air. J'ai commencé à penser à la Martinique, à la lumière du soleil sur la mer, à cette vie que j'avais toujours repoussée à cause de lui. La trahison de mon fils avait été le coup final, mais aussi la clé qui ouvrait la porte de ma prison. J'étais prête à disparaître, mais pas avant d'avoir laissé une marque indélébile. Chez Maître Lefebvre, l'entretien a été bref et professionnel. Il a regardé la reconnaissance de dette et a souri. « Arlette, ce document est parfait. C'est une preuve incontestable d'une dette non honorée. Nous pouvons agir vite, mais il faudra du temps pour les procédures. »« Qu'est-ce que tu veux faire ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit que je voulais partir. Je voulais vendre tout ce que je pouvais, louer mon appartement et disparaître un moment. Lefebvre a hoché la tête. « Pars, Arlette. Va prendre ce qui te revient. Je m'occupe du reste. Je t'enverrai quelqu'un de confiance pour remettre les papiers quand le moment sera venu. Contente-toi de ne pas répondre au téléphone. » En sortant du cabinet de l'avocat, je me suis sentie légère. J'avais commencé à déplacer les premières pièces sur l'échiquier. Jérôme et Valérie étaient probablement en train de fêter leur nouvelle cuisine en marbre en trinquant à leur ruse. Ils ne savaient pas que le temps des sourires touchait à sa fin. J'allais vivre ma vie, exactement comme il me l'avait ordonné, mais le coût de cet ordre allait être bien plus élevé qu'il ne pouvait l'imaginer. Mon voyage venait de commencer et la destination était ma liberté, quel qu'en soit le prix. Chacun de nous a une limite au-delà de laquelle il ne peut plus supporter. La mienne avait été franchie ce soir-là sur le palier. Maintenant, il n'y avait plus de place pour les sentiments, seulement pour les faits. J'avais passé des années à cuisiner pour les malades, à soigner le corps des autres avec la nourriture. Il était temps de soigner mon âme avec la justice. Je savais que beaucoup me jugeraient pour avoir agi contre mon propre fils, mais ces gens n'avaient jamais ressenti le poids d'une trahison aussi lâche. Je marchais dans les rues de ma ville et je sentais que chaque pas m'éloignait de la douleur et me rapprochait de ma nouvelle vie. L'Arlette qui subissait en silence était morte, et une femme prête à tout pour protéger sa dignité venait de naître. Les jours qui ont suivi cette confrontation dans le hall de leur immeuble ont été les plus sombres de ma vie. Je tournais en rond dans ma maison comme un fantôme, incapable de trouver une explication logique à tant de cruauté. J'avais passé des années à cuisiner pour les malades de l'hôpital. J'avais vu des gens souffrir et des familles s'unir dans la douleur, mais je n'avais jamais vu une trahison aussi froide et calculée. J'essayais de me convaincre que Jérôme était manipulé, que Valérie avait un pouvoir obscur sur lui, mais la vérité était plus simple. Mon fils avait choisi le confort et l'apparence au lieu de l'honnêteté et de l'amour. La confirmation définitive est arrivée un soir, alors que je regardais distraitement la tablette que Jérôme m'avait offerte il y a quelques années. Dans un moment de curiosité, j'ai décidé de regarder le profil public de Valérie. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Il y avait des dizaines de photos postées ces derniers jours. Sur l'une d'elles, Valérie souriait devant leur nouvelle cuisine, avec ses plans de travail en marbre noir qui brillaient sous les spots. La légende disait « Enfin la cuisine de mes rêves, un cadeau spécial de mon merveilleux mari pour notre nouveau départ ». Sur une autre image, Jérôme était au volant de l'Audi noir, avec des lunettes de soleil et un air de triomphe, alors qu'il se préparait pour ce qu'elle appelait un week-end de détente mérité dans un spa exclusif. Il n'y avait aucune trace de bureau, aucune trace de design éco-responsable, aucun associé ni projet. Il n'y avait que mes 85 000 € transformés en tôle brillante et en meubles de luxe. Je sentais mes oreilles siffler et mon cœur battre si fort que cela me faisait mal. Chaque détail de ces photos était une insulte à mon travail, à mes mains abîmées, à mes nuits sans sommeil.
J'ai passé des heures à regarder ces images, en agrandissant chaque détail. Sur une photo, on voyait Camille, qui jouait sur le siège arrière de la voiture neuve. Ma petite fille, qui ne savait pas que son confort avait été acheté avec l'avenir de sa grand-mère. C'est à ce moment-là que la tristesse s'est transformée en une colère froide et déterminée. Je ne pouvais plus rester là à regarder sans rien faire, alors qu'on me volait non seulement mon argent, mais aussi ma dignité. J'ai décidé de retourner chez eux une dernière fois. Je ne voulais pas passer un coup de téléphone. Je voulais qu'ils me regardent dans les yeux pendant que je leur demandais des comptes sur leurs mensonges. Je suis arrivée devant leur immeuble en fin d'après-midi. L'Audi noir était là, garée sur leur place réservée, étincelante sous le soleil qui se couchait sur le port. Elle me semblait être un monument à l'ingratitude. J'ai monté les escaliers lentement, sentant chaque marche comme un poids insupportable. J'ai sonné et cette fois, c'est Jérôme qui a ouvert. Quand il m'a vu, son expression n'était pas de la surprise, mais un pur agacement. Il ne m'a même pas laissé le temps de parler. « Encore là, maman ? On t'a déjà dit qu'on gérait les choses » a-t-il dit en essayant de m'empêcher d'entrer. Mais je n'étais plus la mère soumise d'avant. Je l'ai écarté d'un geste décidé et je me suis dirigée vers le salon. Valérie était assise sur le canapé neuf en train de lire un magazine. Elle a levé les yeux et a poussé un soupir théâtral, comme si j'étais une tache de saleté sur son tapis coûteux. « Jérôme, s'il te plaît, fais-la partir, on a des invités dans 1 heure », a-t-elle dit sans même m'adresser un bonjour. J'ai regardé mon fils et je lui ai montré l'écran de la tablette avec les photos de Valérie. « Où sont les bureaux, Jérôme ? Où est l'investissement sûr ? Tu as acheté une voiture et refait la cuisine avec les économies de toute ma vie ?» ai-je hurlé, la voix tremblante d'indignation. Jérôme est devenu rouge, pas de honte, mais de colère d'avoir été démasqué. « Cet argent servait à donner de la stabilité à ma famille, Arlette, a-t-il crié, utilisant encore mon prénom pour mettre de la distance entre nous. Une voiture sûre pour ma fille et une maison accueillante sont des investissements pour notre bien-être. Tu ne peux pas comprendre ces choses, tu es resté bloqué dans un monde qui n'existe plus. » Valérie s'est levée et s'est approchée de moi en me pointant du doigt. « On en a assez de tes scènes de victime. Tu as vécu ta vie, maintenant laisse-nous vivre la nôtre. Tu n'es pas utile dans cette maison, tu es juste un poids qui nous rappelle constamment d'où on vient. Jérôme a droit au succès, et si tu n'es pas capable d'être généreuse sans demander de compte, alors on ne veut plus te voir. » Ce qui s'est passé ensuite, c'est ce que je revois encore chaque nuit quand je ferme les yeux. Jérôme m'a prise par les épaules, sans violence excessive, mais avec une décision qui m'a blessée plus qu'une gifle. Il m'a traînée vers la porte de son appartement, puis le long du couloir de l'immeuble. J'essayais de me dégager, de lui dire qu'il était fou, que j'étais sa mère, mais il n'écoutait rien. Nous sommes arrivés sur le trottoir, juste devant la grille d'entrée, là où tous les voisins pouvaient nous voir. « Arlette, laisse-nous tranquilles et va vivre ta vie. Ma femme et moi n'en pouvons plus », a hurlé Jérôme de toutes ses forces. Tous les voisins se sont mis aux fenêtres. La dame du rez-de-chaussée s'est arrêtée de jardiner. Un homme qui passait avec son chien s'est stoppé pour regarder. Jérôme me désignait comme si j'étais une intruse dangereuse, une vieille folle qui harcelait un couple heureux. Il m'a laissé là, sur le trottoir, et il est rentré chez lui en claquant la grille derrière lui. Je suis restée immobile pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Je sentais la chaleur de la honte monter à mon visage, mais je ressentais aussi une incroyable clarté. Cette phrase « va vivre ta vie » qu'il utilisait comme une insulte et une condamnation est devenue soudainement mon mantra. Je me suis retournée et j'ai vu la voisine qui me regardait avec pitié. Je lui ai fait un petit signe de tête, j'ai ajusté mon sac en tissu sur mon épaule et j'ai commencé à marcher. Je ne suis pas allée vers ma maison. Je suis allée directement à l'arrêt de bus pour prendre la ligne qui menait au cabinet de Maître Lefebvre. En marchant dans les rues du centre, je voyais les gens sourire, les touristes prendre des photos du port, la vie qui continuait alors que mon monde venait d'exploser. Je suis arrivée chez Lefebvre sans rendez-vous. La secrétaire a essayé de m'arrêter, mais il est sorti de son bureau et en voyant mon visage, il m'a fait entrer tout de suite. Il m'a fait asseoir
et m'a apporté un verre d'eau. « Arlette, qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-il demandé d'un ton calme qui m'a aidé à ne pas m'effondrer. Je lui ai raconté la scène sur le trottoir, l'audit noir, les photos de la cuisine et comment mon fils m'avait chassé devant tout le monde. Lefebvre écoutait en silence, prenant des notes rapides. Quand j'ai fini de parler, il s'est levé. « Arlette, ton fils a commis une erreur énorme, » a-t-il dit en se tournant vers moi. « Il pensait que tu n'aurais pas le courage d'agir parce que tu es sa mère. Il a confondu ton amour avec de la faiblesse. Mais cette reconnaissance de dette qu'il a signée est un piège dont il ne pourra pas sortir. S'il a utilisé cet argent pour des dépenses personnelles au lieu de l'activité professionnelle déclarée, nous avons de quoi demander le remboursement intégral immédiat avec des pénalités. « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» ai-je demandé, sentant pour la première fois un frisson de pouvoir. Lefebvre s'est rassis en face de moi. « Pour l'instant, rien. Rentre chez toi, fais tes valises et prépare-toi pour ce voyage en Martinique dont tu m'as parlé. Ne réponds pas à ses appels, ne le cherche pas, ne passe plus devant chez lui. Laisse-le croire qu'il a gagné, laisse-le profiter de son Audi et de sa cuisine en marbre pendant 1 mois encore. Je vais préparer les papiers, je lui enverrai une notification officielle dans 30 jours. Ce sera un choc qu'il n'attendra pas. » Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai commencé à regarder mes pièces avec un œil différent. Ce n'était plus la maison où j'allais passer ma vieillesse en solitude, c'était juste un dépôt d'objets qui ne me servait plus. J'ai commencé à faire une liste de ce que je pouvais vendre. J'ai appelé une agence immobilière pour mettre mon appartement en location. Je voulais que chaque lien physique avec cet endroit soit transformé en ressource pour ma nouvelle vie. En vidant les placards, j'ai trouvé une vieille boîte en fer blanc avec des photos de Jérôme enfant. Pendant un instant, mon cœur a vacillé. Mais je me suis rappelé le ton de sa voix quand il m'avait hurlé « Vieille !» devant les voisins. J'ai fermé la boîte et je l'ai mise dans le sac des choses à donner. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai agi avec une froideur que je ne me connaissais pas. J'ai vendu mes meubles anciens, vidé la cave, réglé toutes mes factures. J'ai acheté mon billet d'avion pour la Martinique. Un aller simple. Chaque fois que le téléphone sonnait et que je voyais le nom de Jérôme, je sentais une petite secousse, mais je ne répondais pas. Il a appelé 3 ou 4 fois la première semaine, sans doute pour vérifier si j'étais encore sous contrôle. Puis il a arrêté. Valérie l'avait sûrement convaincu que j'étais hors jeu, que le danger était passé. J'ai préparé un dernier email. Je ne voulais pas qu'il croie que j'étais morte ou disparue par désespoir. Je voulais qu'il sache que c'était moi qui décidais. J'ai écrit quelques lignes. « Cher Jérôme, j'ai décidé de suivre ton conseil. Je suis partie vivre ma vie. Ne me cherchez pas, car désormais toute communication passera par mon avocat. J'espère que la cuisine neuve est à ton goût. » Je l'ai programmé pour qu'il soit envoyé le jour de mon départ, au moment où je serai au-dessus des nuages, en direction de mon rêve. Le jour du départ est arrivé avec un ciel clair et l'odeur de l'océan qui entrait par les fenêtres ouvertes une dernière fois. J'ai fermé la porte de chez moi et j'ai confié les clés à ma voisine du dessus, une femme de confiance. Je suis allée à l'aéroport avec une seule grande valise. Je me sentais légère, comme si j'avais perdu 20 kilos de poids inutile. En attendant l'embarquement, j'ai regardé la mer à travers la grande vitre. J'avais passé 61 ans dans cette ville, à travailler dur, à aimer et à souffrir. Maintenant, j'allais vers l'inconnu, mais je n'avais pas peur. Une fois dans l'avion, je me suis assise à ma place et j'ai fermé les yeux. J'ai imaginé la tête de Jérôme quand il recevrait l'email. J'ai imaginé Valérie lisant mes mots sur la cuisine. Mais surtout, j'ai imaginé Maître Lefebvre entrant en action. La partie excitante de ma vie n'était pas finie, elle changeait juste de décor. J'étais Arlette et j'étais enfin libre. Mon fils m'avait donné la permission de vivre ma vie, et j'allais le faire avec une telle intensité que je lui ferais regretter chaque mot de haine qu'il m'avait lancé sur ce trottoir. L'avion a décollé, et j'ai senti mon cœur battre à un rythme nouveau, le rythme de la liberté. Valérie et Jérôme pensaient qu'une femme de mon âge était prévisible, que mon amour maternel était une laisse qui me garderait liée à eux pour toujours, acceptant chaque miette d'affection ou de mépris. Ils n'avaient pas compris que la même force qui m'avait permis de rester debout 12 heures dans une cuisine d'hôpital était la force qui me permettait maintenant de tourner le dos au passé,
Je n'étais pas une victime, j'étais une femme qui reprenait ce qui lui appartenait. Et alors que l'avion survolait les côtes de France, je savais que le mois de paix que j'accordais à mon fils serait le calme avant la tempête parfaite que Lefebvre s'apprêtait à déclencher. Arriver à Fort-de-France a été comme recommencer à respirer après avoir été sous l'eau pendant trop longtemps. L'air était différent. Il sentait le sel, les épices et une chaleur qui ne me faisait pas mal aux os comme l'humidité de ma vieille ville bretonne. Je me suis installée dans un petit appartement d'un quartier populaire, un de ces endroits où le linge pend aux fenêtres et où les gens se saluent dans la rue même s'ils ne se connaissent pas. Ce n'était pas le luxe que Jérôme et Valérie cherchaient avec mon argent, mais c'était un endroit propre, lumineux et surtout, c'était le mien. La première nuit, j'ai dormi 10 heures d'affilée. Cela ne m'était pas arrivé depuis que j'étais une jeune fille. Sans le poids de leurs attentes, sans la peur de recevoir un appel froid ou un reproche déguisé, mon corps s'est enfin détendu. Pendant les premières semaines, j'ai exploré la ville à pied. Je marchais pendant des heures, laissant mes pensées se perdre entre les façades colorées et les marchés animés. Je regardais les gens, les anciens qui discutaient à l'ombre, les femmes qui faisaient leurs courses, et je me sentais faire partie d'un monde qui ne me demandait rien d'autre que d'exister. Je n'avais plus besoin d'être la servante de personne, ni la mère invisible d'un homme qui avait honte de mes mains abîmées. Chaque matin, je prenais mon petit déjeuner avec un café et un fruit local en regardant la mer. C'était le rêve que j'avais mis de côté des décennies auparavant, quand Jérôme n'était qu'un enfant et que je pensais que mon bonheur devait forcément passer par le sien. Mon téléphone, pourtant, était une présence constante et silencieuse dans mon sac. J'avais promis à Maître Lefebvre, mon avocat, de ne pas répondre, et c'est ce que je faisais. Dans les premiers jours après l'envoi de mon email, Jérôme a essayé de m'appeler plusieurs fois. Je voyais son nom éclairer l'écran et je sentais un nœud à l'estomac, mais je ne cédais pas. Puis les messages sont arrivés. « Maman, où es-tu? Qu'est-ce que cet email veut dire? Rentre à la maison, ne fais pas la ridicule. » C'étaient des messages pleins d'agacement, pas d'inquiétude. Il ne se demandait pas si j'allais bien ou si j'avais besoin de quelque chose. Il voulait juste rétablir son contrôle sur moi. Valérie, elle, n'a jamais essayé de m'écrire. Pour elle, mon départ était sans doute une victoire, un obstacle retiré définitivement de son salon parfait. De temps en temps, je recevais un message de Maître Lefebvre. Il m'informait des procédures de manière très professionnelle. Il me disait que les 30 jours d'attente que nous avions fixés passaient et qu'il préparait chaque détail pour la notification officielle de la dette. Il me demandait si j'étais toujours convaincue de ma décision. Je lui répondais toujours par un « oui » sec et décidé. Il n'y avait pas de place pour les regrets. La scène sur le trottoir, avec Jérôme qui me hurlait dessus devant tout le voisinage, était une blessure qui ne pouvait pas se refermer avec une simple excuse. C'était la preuve finale d'un échec que je ne voulais plus couvrir par mon silence et mon argent. Je commençais à me lier d'amitié avec la propriétaire du petit café en bas de chez moi, une femme de mon âge qui avait vécu une vie semblable à la mienne. Nous parlions de tout et de rien, mais nous nous comprenions parfaitement. Elle aussi avait perdu son mari jeune et avait élevé ses enfants en travaillant dur. Elle me parlait de sa famille avec fierté, mais aussi avec cette sagesse de ceux qui savent que les enfants doivent prendre leur propre chemin, pour le meilleur ou pour le pire. Être avec elle me faisait me sentir moins seule. Elle me faisait comprendre que mon histoire n'était pas une exception, mais que ma réaction l'était. Beaucoup de femmes se seraient résignées à vivre dans l'ombre de leurs enfants ingrats. Moi, j'étais là, en Martinique, prête à me battre pour ma dignité. Alors que la date de la notification approchait, je passais beaucoup de temps à réfléchir à la valeur de l'argent. Ces 85 000 € n'étaient pas que du papier, c'était des heures de ma vie. C'était les repas sautés pour économiser, les vêtements jamais achetés, les vacances jamais prises. C'était le symbole de mon dévouement absolu à un fils qui avait décidé de piétiner tout cela pour une Audi et une cuisine de designer. Jérôme pensait que, puisque j'étais sa mère, cet argent lui appartenait de droit, comme si mon sacrifice était une dette que je lui devais. Je voulais qu'il apprenne que dans la vie, rien n'est dû, surtout quand on l'obtient par la tromperie et la manipulation. Souvent,
Je pensais à Camille. C'était le seul fil qui me liait encore à cette maison. Son odeur me manquait, tout comme la façon dont elle me serrait la main quand je l'emmenais se promener. Je me demandais ce qu'on lui avait raconté sur ma disparition. Valérie lui avait probablement dit que sa grand-mère était vieille et fatiguée, qu'elle était partie parce qu'elle voulait être seule. Cette pensée me faisait mal, mais je savais que je ne pouvais pas rester juste pour elle. Rester signifiait accepter d'être humiliée chaque jour. Quel genre d'exemple aurais-je été pour ma petite fille si j'avais permis à ses parents de me traiter comme un déchet? Je voulais qu'un jour, quand elle serait grande, Camille sache que sa grand-mère avait été une femme capable de dire non, même à ceux qu'elle aimait le plus. Maître Lefebvre m'a écrit un soir, alors que le soleil se couchait derrière les toits de Fort-de-France. « Arlette, demain matin, le commissaire de justice frappera à la porte de Jérôme. J'ai joint le commandement de payer final. Nous demandons la restitution totale de la somme, plus les intérêts et les frais de justice, en citant la violation de l'accord prévu dans notre reconnaissance de dette. Tu as encore le temps de m'arrêter, si tu veux. » J'ai regardé le message pendant un long moment. J'ai pensé à Jérôme, ouvrant cette enveloppe, à la panique qu'il ressentirait en comprenant que la vieille ne plaisantait pas. J'ai pensé à Valérie et à son arrogance. Puis j'ai répondu seulement 2 mots. « Procédez, maître. » Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Ce n'était pas de la peur, c'était une décharge d'adrénaline étrange. J'avais l'impression de fermer enfin un cercle ouvert, 30 ans plus tôt, quand je m'étais retrouvée seule avec un enfant en bas âge. J'avais protégé Jérôme de tout, peut-être trop. C'était peut-être là mon erreur, ne jamais lui avoir fait comprendre ce que coûtait chaque chose que je lui offrais. Maintenant, la réalité allait le frapper avec toute sa force légale. Je me demandais si j'étais une mère cruelle. Peut-être que pour certains, je l'étais. Mais je me sentais comme une mère qui donnait enfin la dernière et la plus importante leçon de vie à son fils, celle qu'on n'apprend pas dans les livres d'architecture. Le lendemain matin, je me suis levée tôt et je suis allée marcher au bord de l'eau. Je regardais les bateaux passer et je pensais que, précisément à ce moment-là, la vie de Jérôme était sur le point de changer pour toujours. J'imaginais l'officier de justice, un homme sérieux en costume, sonnant à leur porte dans leur immeuble élégant. J'imaginais Jérôme ouvrant la porte, pensant qu'il s'agissait d'une livraison ou d'un colis pour Valérie. Et au lieu de cela, il se retrouverait avec la fin de son château de mensonges entre les mains. Je savais que plus rien ne serait jamais comme avant entre nous, mais c'était un prix que j'étais prête à payer. Pendant que je rentrais chez moi, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. C'était Jérôme. Je n'ai pas répondu. Il a rappelé 2 minutes plus tard, puis encore. Puis un appel est arrivé du numéro de Valérie. J'ai coupé le son et j'ai mis le téléphone dans le tiroir de la cuisine. Je ne voulais pas entendre leurs cris, leurs justifications ou leurs insultes. Je savais exactement ce qui se passait de l'autre côté de l'océan. La panique était entrée chez eux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il n'y avait plus de place pour les excuses. La reconnaissance de dette qu'ils avaient signée avec tant de désinvolture était devenue leur condamnation financière. J'ai passé le reste de la journée dans un petit musée, entouré d'objets anciens. Cela me faisait du bien d'être parmi des œuvres qui avaient résisté au siècle, moi qui avais vu mes liens les plus chers s'effondrer en quelques mois. Dans l'après-midi, Maître Lefebvre m'a envoyé un bref message pour confirmer que la notification avait été effectuée correctement. Il m'a dit que Jérôme avait essayé de l'appeler en hurlant, mais qu'il lui avait expliqué que tout contact devait désormais passer par le cabinet. « Ils n'ont pas l'argent, Arlette », m'a écrit l'avocat. Il a admis qu'ils avaient déjà presque tout dépensé entre la voiture et les travaux de la maison. Valérie est hors d'elle. Je me suis assise sur un banc et j'ai respiré profondément. Je ne ressentais pas de joie, seulement une justice amère. Jérôme pensait que mes 85 000 € étaient un cadeau sans fin, un fonds dans lequel puiser pour nourrir sa vanité. Il n'avait pas compris que cet argent était ma sueur, mon temps, ma vie accumulée en 35 ans de labeur. Maintenant, il se retrouvait face à une dette légale qu'il ne pouvait pas ignorer. Sans cet argent, l'audit serait saisi, les comptes bloqués et leur vie parfaite deviendraient un cauchemar d'échéances et d'avocats.
C'était ce que Jérôme m'avait souhaité quand il m'avait crié de disparaître? Il voulait que je parte pour ne jamais avoir à me rendre quoi que ce soit? Eh bien, j'étais partie, mais mes droits étaient restés là. Le soir, j'ai rallumé mon téléphone un instant. Il y avait déjà 20 appels manqués et une série de messages vocaux. Je n'en ai écouté aucun. Je savais qu'ils étaient pleins de venin ou de fausses promesses de remboursement. Je savais que Jérôme essaierait de jouer sur ma corde sensible, en disant que je gâchais l'avenir de sa fille. Mais je ne gâchais rien. Ils avaient tout fait tout seuls, en achetant un luxe qu'ils ne pouvaient pas s'offrir avec de l'argent qui n'était pas le leur. Moi, je ne faisais que reprendre ce qui m'appartenait pour me construire un avenir digne ici, sous le soleil. Je me suis préparé un dîner simple et je l'ai mangé en regardant les lumières de la ville. Je me sentais enfin en paix. J'avais agi honnêtement. Je leur avais donné 30 jours pour réfléchir, pour essayer de s'excuser ou pour chercher une solution amiable avant de partir. Ils ne l'avaient pas fait. Ils avaient préféré m'ignorer, convaincus de leur supériorité. Maintenant, la tempête avait éclaté, et je n'étais plus là pour servir de paratonnerre à leurs erreurs. J'étais à des milliers de kilomètres, prête à voir comment ils allaient gérer la réalité sans la vieille pour couvrir leurs dettes et leurs manquements. Je savais que les jours suivants seraient durs pour eux. Jérôme ne se résignerait pas facilement à la perte de son prestige. Il essaierait de me frapper là où il savait que cela faisait mal. Il utiliserait Camille comme monnaie d'échange émotionnel. Mais je m'étais préparé mentalement à cela. Maître Lefebvre avait des instructions précises, aucune négociation qui ne prévoyait pas le remboursement intégral de la somme due. Je n'étais pas là pour négocier ma dignité. J'étais là pour la reprendre avec les intérêts. L'Arlette qui cuisinait pour les malades et pardonnait chaque offense était restée en Bretagne. L'Arlette qui marchait dans Fort-de-France était une femme nouvelle. En regardant le ciel étoilé depuis mon balcon, j'ai pensé que la vie est un professeur sévère mais nécessaire. Jérôme avait tout reçu de moi et maintenant il allait perdre beaucoup à cause de sa propre avidité. J'espère qu'un jour il comprendra que le marbre de sa cuisine et la carrosserie brillante de sa voiture ne valent pas l'honnêteté envers celle qui lui a donné la vie. D'ici là, je continuerai à découvrir cette nouvelle vie, à apprendre ses mots et à construire ma nouvelle maison. Une maison faite de vérité et non de faux semblants. Mon voyage ne faisait que commencer, et la fin de l'histoire de Jérôme ne dépendait plus de moi. Les appels continuaient d'arriver par vagues, faisant vibrer la table en bois de la cuisine. C'était le bruit désespéré d'un homme qui voit s'écrouler son prestige social. Mais j'avais déjà tourné la page. Ma vie, celle que Jérôme m'avait ordonné de vivre, était devenue ma seule priorité. Je n'étais plus une ombre de son passé, j'étais le présent de moi-même. Et alors que le bruit du téléphone cessait enfin pour la nuit, j'ai ressenti un calme profond descendre sur moi. La bataille légale avait commencé, mais au fond de moi, j'avais déjà remporté la victoire la plus importante. J'avais cessé d'être une victime de mes propres sentiments. Le lendemain de la notification, mon téléphone est devenu un objet incandescent. Je le regardais vibrer sur la table en bois de la cuisine pendant que je buvais mon café matinal, observant les toits de Fort-de-France qui se colorèrent de rose. Il était 6 heures du matin en Martinique, 11 heures en France métropolitaine. Jérôme n'avait pas dormi. Les appels arrivaient les uns après les autres à intervalles de quelques minutes. 57 appels manqués. C'était un chiffre que je n'aurais jamais imaginé voir sur mon écran, surtout de la part d'un fils qui, pendant des mois, avait oublié de me demander comment j'allais. Ces numéros rouges sur l'affichage ne représentaient pas de l'amour, mais de la panique. C'était le bruit d'un homme qui venait de comprendre que son filet de sécurité, cette vieille mère qu'il considérait comme un poids, était devenue sa plus grande menace légale. Maître Lefebvre m'avait tout expliqué en détail via un message vocal que j'ai écouté en marchant vers le port. Le commissaire de justice était arrivé à 8 heures du soir, juste au moment où Jérôme et Valérie étaient probablement en train de dîner dans leur cuisine en marbre flambant neuve. J'imaginais la scène avec une précision presque douloureuse. La sonnerie qui retentit, Jérôme qui ouvre avec un sourire, pensant peut-être à une livraison de luxe, et qui se retrouve face à un homme sérieux avec une enveloppe contenant la fin de sa tranquillité financière.
Le commandement de payer ne laissait aucune place à l'interprétation. Il avait 10 jours pour verser l'intégralité des 85 000 €, plus les intérêts et les frais de justice. Dans le cas contraire, Lefebvre engagerait immédiatement une procédure de saisie. Je n'ai répondu à aucun des 57 appels. Je n'ai pas répondu non plus aux messages qui ont suivi, remplis d'un désespoir qui a d'abord été de la colère, puis de la supplication. Jérôme écrivait que j'étais cruelle, que j'étais en train de détruire sa carrière, que Valérie menaçait de le quitter parce que leur compte bancaire avait été bloqué à titre conservatoire. Il m'accusait de n'avoir aucun cœur, de vouloir voir mon fils à la rue. Je lisais ces mots et je ressentais un calme étrange. Ce n'était pas moi qui l'avais mis dans cette situation. C'était lui, au moment où il avait décidé de me mentir et de me hurler dessus au milieu de la rue. Les conséquences de ses actes frappaient simplement à sa porte. J'ai passé la matinée dans le petit atelier de couture où j'avais commencé à donner un coup de main. C'était un endroit magique, rempli de fils colorés et de tissus précieux. La propriétaire me faisait asseoir près de la fenêtre et je réparais de vieilles dentelles, un travail qui demandait de la patience et une vue sûre qui, malgré mes 62 ans, ne me faisait pas défaut. Coudre m'aidait à ne pas penser à ce qui se passait en Bretagne. Chaque point était une façon de rassembler les morceaux de ma vie. En travaillant, je pensais que Jérôme allait devoir vendre son Audi noir. Cette voiture brillante qui avait fait la fierté de Valérie finirait aux enchères s'il ne trouvait pas l'argent. C'était une justice amère, mais nécessaire. Vers midi, Maître Lefebvre m'a appelé pour me dire que Jérôme s'était présenté à son cabinet. Il était détruit, m'a raconté l'avocat. Il pleurait, disait qu'il n'avait pas l'argent, qu'ils avaient tout dépensé pour la rénovation de la maison et pour satisfaire chaque caprice de Valérie. Il avait essayé de négocier, de demander un échelonnement très long, mais Lefebvre était resté inébranlable, comme je le lui avais demandé. Il lui a expliqué que la confiance avait été trahie trop profondément et qu'Arlette n'était plus disposée à faire de cadeaux. Jérôme a même essayé de rejeter la faute sur Valérie, disant que c'était elle qui avait insisté pour les travaux, mais Lefebvre lui a rappelé que la signature sur la reconnaissance de dette était la sienne. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point la chute de mon fils était profonde. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de caractère. Au lieu d'assumer ses responsabilités, il cherchait encore à se cacher derrière quelqu'un d'autre. Je me suis sentie triste pour lui, mais cette tristesse n'a pas affaibli ma résolution. J'ai continué mon travail à l'atelier, en me concentrant sur une broderie compliquée. Dehors, Fort-de-France continuait de vivre, avec ses touristes et son soleil, et je me sentais enfin protégée par la distance. Ils ne pouvaient pas m'atteindre ici. Ils ne pouvaient pas venir me hurler dessus ou me manipuler avec leurs regards de mépris. Les nouvelles de France ont continué d'arriver les jours suivants. Pour payer la dette et éviter la saisie de la maison, Jérôme a dû vendre l'Audi à un prix bien inférieur à celui de l'achat. Il a dû contracter un prêt bancaire à des taux très élevés, engageant une part importante de son salaire pour les 10 prochaines années. La vie de luxe que Valérie avait rêvée et construite sur mes sacrifices s'était évanouie en un instant. Maître Lefebvre m'a dit que le climat entre eux était devenu insupportable. Valérie n'acceptait pas de devoir renoncer à ses privilèges et accusait Jérôme d'avoir été un ingénu, de s'être fait piéger par la vieille. À la fin du mois, la somme totale a été créditée sur mon compte. Quand j'ai vu ce chiffre s'afficher sur l'écran de la banque ici en Martinique, j'ai senti un poids énorme glisser de mes épaules. Ce n'était pas pour l'argent en soi, même si je pouvais désormais vivre avec une sécurité que je n'avais jamais eue. C'était la preuve que ma vie avait une valeur. Cet argent représentait ma sueur, mes heures passées en cuisine, ma jeunesse sacrifiée. Le récupérer signifiait que Jérôme n'avait pas réussi à effacer mon passé. Je pouvais enfin l'utiliser pour moi, pour l'Arlette qui avait toujours rêvé de voir le monde et qui était en train de le faire. On m'a raconté que Valérie était partie peu après. Dès qu'elle a compris que Jérôme serait étranglé par les dettes pendant des années et qu'il n'y aurait plus de vacances exotiques ou de meubles de designer, elle a fait ses valises et est retournée vivre chez sa mère, emmenant Camille avec elle.
Ce fut le seul moment où j'ai ressenti une véritable douleur. Ma petite fille se trouvait au milieu d'un désastre créé par l'avidité de ses parents. J'ai pleuré pour elle, en me demandant si un jour elle me pardonnerait d'être partie. Mais je savais que si j'étais restée, j'aurais été juste une victime de plus dans cette maison pleine de haine et de prétentions. Aujourd'hui, je vis en Martinique depuis presque 1 an. J'ai appris à connaître les gens du coin, j'ai mes endroits préférés pour acheter mon pain, et je connais par leur nom tous les chats de ma ruelle. Jérôme m'envoie de temps en temps des messages, très différents de ceux d'autrefois. Ce sont des messages humbles, où il me raconte à quel point sa vie est dure, maintenant qu'il doit faire face à la réalité. Il me demande si un jour je pourrais lui pardonner. Je lui réponds toujours avec gentillesse, mais je ne lui dis pas où j'habite. Je ne suis pas prête à rouvrir cette porte. Peut-être qu'un jour je le serai, mais pour l'instant, ma paix est trop précieuse. J'ai compris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. À 61 ans, je pensais être à la fin de mon parcours, prête à m'éteindre lentement dans l'ombre de mon fils. Au contraire, sa cruauté a été le déclic qui m'a sauvée. Il m'a forcée à me regarder dans le miroir et à voir une femme forte, une femme qui a su résister et réagir. De temps en temps, je repense à cette photo de la cuisine en marbre que Valérie avait postée avec tant de fierté. Je sais maintenant que ce marmot est froid, alors que le soleil de Martinique sur ma peau est chaud et vrai. La dignité ne s'achète pas avec une voiture de luxe, elle se construit avec le courage de dire « stop ». Je sais qu'il y a beaucoup de mères qui supportent en silence, qui acceptent d'être humiliées par leurs enfants par peur de rester seules. À elles, je veux dire que la solitude n'est pas le pire des maux. Le pire est de vivre aux côtés de quelqu'un qui ne vous respecte pas, qui considère votre amour comme un distributeur automatique sans fin. Se choisir soi-même n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de justice envers sa propre histoire. Ma vie aujourd'hui est simple, mais elle est lumineuse. Et chaque soir, quand je regarde le coucher de soleil sur la mer, je sais que j'ai fait le bon choix. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui, de m'avoir permis de partager avec vous cette partie si intime de ma vie. Sentir la proximité d'autres personnes qui ont vécu des moments difficiles me fait me sentir moins seule dans ce nouveau chemin. Si mon histoire vous a touché ou vous a donné un peu de force, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à cette chaîne pour écouter d'autres histoires de femmes qui n'abandonnent pas. Votre soutien est fondamental pour faire connaître ces expériences à ceux qui en ont le plus besoin. Partagez cette vidéo avec vos amis ou avec quiconque traverse un moment difficile en famille. Parfois, écouter comment une autre personne a réussi à se relever peut donner le courage nécessaire pour changer sa propre situation, car on ne sait jamais qui pourrait trouver de l'espoir dans ces paroles. Dites-moi dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous eu le courage de partir ou auriez-vous pardonné une fois de plus? Votre opinion m'intéresse beaucoup, tout comme savoir d'où vous me suivez. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté et d'avoir fait partie de ma journée. Je vous souhaite toute la sérénité que vous méritez.